Réduire le taux d'importation de poissons et satisfaire la demande locale, Marc Mboulé, 27 ans, ingénieur en aquaculture, relève le défi. C'est un entrepreneur avec une parfaite maîtrise du milieu aquatique. Il est investi dans la production industrielle du poisson au Cameroun. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver. Vous regardez Believe in Africa. Nous sommes en compagnie de l'entrepreneur. Merci d'avoir effectué le déplacement exceptionnellement pour nous. Merci, Ozone. Merci de m'avoir invité. C'est tout un honneur de vous avoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, en quelques phrases, à tous nos téléspectateurs? Oui, moi je m'appelle Marc Mboulé. Je suis ingénieur en aquaculture de formation, formé à l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala Yabassi. Et j'ai obtenu en fait mon bac dans la région du Sud où je suis sorti major de toute la région. Et puis j'ai commencé mes études à l'Université de Yaoundé 1 avant d'aller à l'Université de Douala où j'ai donc obtenu mon diplôme d'ingénieur. Et ensuite, j'ai commencé à développer mes activités juste après cette formation. Donc de là, cela a déjà fait pratiquement 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Alors vous appelez Mboulé Ediango Marc Idriss. Vous êtes investi dans l'aquaculture? Oui, je suis en fait investi dans l'aquaculture et spécialement dans la région du centre, même comme je suis du littoral. Donc je suis né dans le Mungo spécialement et c'est là-bas que j'ai fait une petite partie de mon primaire avant de continuer dans le sud et dans le centre. Ça fait combien d'années que vous exercez dans ce secteur d'activité? En fait, je compterai 7 ans, mais avec 5 ans en tant qu'entrepreneur. Dans les autres années, c'était des essais, mais lorsque je commence vraiment à entreprendre, ça fait 5 ans. Et dit que je commence à être bien professionnel il y a de cela 3 ans. Donc, pour donner d'une manière détaillée, je peux dire que d'une manière brossée, j'ai à peu près 7 ans dans l'activité de l'aquaculture. On a envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a réellement motivé à entreprendre? C'était où? C'était quand le déclic? C'est vrai qu'au départ, lorsque je termine mes études, lorsque je finis mon bac, j'avais un petit problème, c'est que ma mère avait souvent l'impression que il faut manger du poulet ou bien du poisson, c'est spécial, c'est un moment spécial où elle invite peut-être les autorités à la maison et tout. Et nous, à la maison, les enfants ne mangeaient pas ça parce que c'était pas accessible. Et pour moi, ça me frustrait. Donc, c'était une façon de dire qu'il y a une classe de personnes qui peut consommer des produits frais. Et c'est de là où est venue mon idée d'entreprendre dans le secteur de l'alimentaire. Donc, du coup, j'ai donc voulu faire dans le secteur de l'agriculture, mais étant malade, parce que j'ai fait aussi beaucoup de maladies, je ne pouvais pas entreprendre. Donc, les gens, on m'avait dit que je ne pouvais pas concourir pour être dans la FASA. C'est comme ça qu'après ma bourse, on m'a donc présenté au niveau de la SABC, l'Institut des sciences halieutiques, où je postule et j'entre donc dans le milieu. Mais ce qui me fait postuler, puisqu'il y avait plusieurs écoles, mais ce qui me fait postuler uniquement dans les sciences halieutiques, c'est parce que j'étais parti en fait chercher quelques informations liées à ce domaine-là et je me suis rendu compte que la demande à cette année-là était tellement énorme parce qu'à cette année-là, on avait une demande qui était évaluée à 400 000 tonnes de poissons et la pisciculture ne produisait que 1%. Donc, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui freine en fait ce développement-là? Pourquoi est-ce qu'on peut arriver à toujours importer ce poisson? Pourtant, on a plus de 4 millions d'hectares d'eau douce avec près de 378 km de côte à la mer. Pourtant, on sait très bien que l'eau, c'est le poisson. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit encore importer ce poisson. C'est là où le déclic est parti et je me suis donc, j'ai décidé d'aller faire uniquement, puisque l'école a beaucoup de filières. Donc, je me suis investi dans l'aquaculture parce que je sais que c'est là où je vais en fait percer, c'est là où je vais en fait travailler dans l'avenir. Donc, c'est comme ça que je suis parti faire l'aquaculture. D'accord. Est-ce que après les études, vous avez travaillé quelque part avant de vous lancer à votre compte? Après mes études... C'était ce schéma-là? Bon, voici ce qui s'est passé. Lorsque je termine
j'ai fait un stage. Donc, vous savez, quand vous êtes dans des écoles, on vous apprend, il y a un modèle déjà faxiste qui vous présente comment est-ce que vous allez faire votre stage. Donc, moi, j'avais décidé de faire mon stage un peu autrement. Donc, je suis parti, je voulais comprendre le frein du développement de l'aquaculture. Puisqu'il y avait un modèle du genre, on vous dit déjà que voilà le frein, mais il faut vraiment vérifier que le frein, c'est exactement ce qu'on vous a dit. C'est comme ça que j'ai décidé donc d'établir mon projet d'abord d'études sur la connaissance des freins de l'aquaculture. Et après ça, j'ai donc découvert qu'au lieu des 3 ou 4 problèmes qu'on nous donnait à l'école, j'avais découvert 67 problèmes que j'ai vraiment pris comme un atout pour moi. Et c'est comme ça que j'ai dit, il faut que je commence à résoudre chacun des problèmes. Et le premier problème que j'avais, c'était la vulgarisation et la formation. Et c'est de là où j'ai commencé. J'ai dit, bon, ok, j'ai pas d'expérience, je ne peux pas dire que je suis déjà professionnel encore et je ne peux pas encore m'engager à dire que je vais former une personne que je ne connais pas. C'est comme ça que je m'engage donc à travailler avec des pisciculteurs que j'avais déjà contactés. Oui, des pisciculteurs qui m'ont encadré près de 144 en une seule année. Ils m'ont encadré, ils m'ont donné toutes les connaissances que j'ai maintenant et je remercie d'ailleurs toutes ces personnes-là. Et c'est de là où avec ma façon de travailler, j'ai créé beaucoup de logiciels, j'ai créé des templates qui me permettaient de fabriquer des devis, de faire beaucoup d'autres choses. Et c'est comme ça que je prends dans mon activité et je décide donc de faire ça en fait quelque chose de bien et de rentable. Je commence donc après cette période d'apprentissage, je commence donc à former. Et quand je commence à former, il y a beaucoup de personnes qui m'approchent pour dire « Nous, on veut vraiment développer le secteur, mais on ne sait pas comment faire. Comment est-ce qu'on va faire ?» Et je vous assure, j'ai été vraiment un peu gourmand, donc je voulais engager des procédures de projet et tout, mais je me butais à chaque fois. Ça avait été pour moi une période de stress parce que je me retrouvais en train de prendre des sommes de personnes et investir quelque part et ça échoue. Et c'est comme ça que j'ai dit non, il faut que j'essaye de mettre pour moi-même quelque chose en place. C'est comme ça donc un jour, il y a un monsieur qui m'a demandé des alevins, donc des petits poissons qu'il devait en fait utiliser pour pouvoir produire lui-même ses poissons. Et il m'a dit, comme toi tu es ingénieur, sûrement tu connais comment on produit, je ne connaissais pas. Donc j'ai donc contacté des pisciculteurs que j'avais déjà eu à voir avant pour demander est-ce que vous avez ces petits poissons-là, j'achète et je m'en vais donner à mon pisciculteur. Et j'ai pris mon argent que j'avais, j'ai acheté. Sauf que quand je suis arrivé chez le monsieur, il a dit qu'il ne prend pas. Il a dit qu'il ne prend pas les alevins parce qu'il n'avait plus l'argent. Et je n'avais pas où mettre ces alevins, je n'avais rien. C'est comme ça que je prends dans les alevins, je mets dans le seau. Et quand je mets dans le seau, les alevins ont fait 2-3 jours dans le seau et j'ai dit waouh, s'ils réussissent à vivre dans un seau, je peux carrément voir si je peux les élever. Donc j'ai donc segmenté dans plusieurs petites bassines. Et je vous assure, c'était dans ma chambre et c'est là où tout a commencé. Et de là jusqu'à présent, ça fait 5 ans. Wow. C'est une histoire assez fascinante. Alors, vous avez une entreprise industrielle aujourd'hui et vous êtes basé à Yaoundé, vous l'avez dit au début. Votre entreprise est baptisée Aquarine Industrie. Ce sont des poissons d'eau douce, c'est ça? Oui, ce sont des poissons d'eau douce. Mais comment est-ce que cette activité se passe concrètement? En fait, le secteur de l'aquaculture est très vaste. Donc, il y a plusieurs sous-domaines à l'intérieur. Et c'est souvent par abus qu'on dit aquaculture. Normalement, on parle de pisciculture. Donc, l'aquaculture, il y a beaucoup de domaines à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a la crevetticulture pour la production des crevettes, la pisciculture pour le poisson et bien d'autres. Donc, dans la pisciculture, il y a une chaîne de valeur. Il y a une chaîne de valeur qui est déjà établie. Cette chaîne commence dans la production des alevins, la base, puis arrive à la commercialisation. Mais ça passe d'abord par le secteur de grossissement, le secteur de transformation et de production des aliments. Et de transformation. Donc, c'est près de 5 éléments qui entrent dans le domaine de la pisciculture. Sauf que ces différents éléments sont en fait nos activités. Donc, on a pris les 5 éléments de la chaîne de valeur qu'on a travaillé pour mettre en place notre entreprise. Donc, c'est exactement ça le développement que nous sommes en train de mettre en place. Donc, quand vous arrivez dans notre exploitation, il y a une étape de production d'alevins, une étape de production d'aliments, une autre de production de poissons et les restes transformation et commercialisation. Donc, c'est exactement comme ça que notre activité fonctionne lorsque nous sommes là-bas à la ferme. Alors, parlez-nous de votre entreprise.
Vous faites donc quoi? Notre entreprise, comme on le dit souvent, nous on produit de manière industrielle du poisson. Ça veut dire que notre leitmotiv, en fait, c'est de produire du poisson en quantité. Je vous ai donné quelques chiffres, mais si vous entrez en pratique, vous allez voir que des 4 produits les plus demandés au Cameroun en particulier, le poisson fait partie. Ça veut dire que si on regarde les produits qui sont les plus importés, le poisson, ça fait partie des 4 produits. Et il est primordial de vraiment développer ce secteur. Bon, maintenant, on développe comment? Puisqu'il y a plusieurs espèces. Au Cameroun, on recense plus de 577 espèces de poissons. Mais est-ce qu'on va les élever comme ça et n'importe comment? Donc, nous, on a commencé étape par étape. On a commencé avec une espèce silure qui est vraiment appelée poisson-chat. Cette espèce de poisson-là, en fait, est produite d'une manière intensive. Ça veut dire qu'on produit dans des petites surfaces et nous essayons de produire ça en quantité. Puis, on est allé dans une autre espèce, le tilapia et la carpe. Et maintenant, nous sommes en train d'aller à 9 autres espèces. Donc, d'ici l'année prochaine, nous allons mettre 9 autres espèces dans l'ambition de pouvoir mettre en place une pluralité de produits sur le marché. Parce que si vous arrivez dans nos poissonneries actuellement, vous allez remarquer qu'il y a tellement d'espèces dans les congélateurs. Donc, il est primordial de pouvoir produire aussi plusieurs espèces afin de ne pas être en surstock du poisson-chat. Donc, si vous arrivez, il y a les tilapias qu'on retrouve, qu'on appelle souvent carpe, mais par abus, et qu'on retrouve dans les congélateurs, il faut produire ça. Il y a du mâchoiron qu'on retrouve dans des congélateurs, il faut produire ça. Si vous voyez tous ces autres poissons qu'il y a dans les congélateurs, il faut produire, même si ce que nous produit actuellement, c'est du poisson d'eau douce, ça veut dire qu'on produit dans des eaux douces. Mais on va s'étendre en eau de mer le moment venu. Donc, notre but, c'est qu'on puisse s'étendre pour pouvoir vraiment rendre disponible ce produit. Même d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres entrepreneurs qui sont dans le domaine, qui essaient de travailler dans le même axe. Mais nous aussi, on fait partie de ce grand groupe pour le développement de l'aquaculture au Cameroun. On veut vraiment que ce secteur soit vraiment bien entretenu pour que tout le monde ne puisse plus manquer du poisson. Et je vais ajouter, parce que le poisson fait partie à 52% de la consommation des Africains. Ça veut dire si vous mangez tous les animaux que vous avez au Cameroun en particulier, parce que je vais entrer au Cameroun, lorsque vous regardez tous les animaux consommés, le poisson à lui seul pèse 52% des protéines que nous avons en fait besoin. Et si vous remarquez aussi, le corps humain en fait, c'est un corps qui ne possède que 9 groupements d'acides aminés et on a besoin de 20 groupements. Et le poisson apporte en fait une partie de ces groupements. Il faut consommer en abondance. Il faut consommer du poisson. C'est pas pour rien que les gens ils partent là-bas parce que le poisson possède beaucoup de protéines qui est en fait très nécessaire pour le développement du corps de l'homme. Et ça met combien de temps en moyenne la croissance si on partait de la naissance à la maturité? Je parle du poisson. Du poisson. Tout dépend de l'espèce. Tout dépend de l'espèce. Les poissons que nous on produit, c'est 4 mois. Ça veut dire que lorsque on prend ces poissons à taille à levain, on les amène directement à la taille commercialisable, c'est 4 mois. Et nous avons développé dans notre entreprise une manière de produire. Ça veut dire que si vous remarquez, avant, on avait beaucoup de personnes développaient des méthodes de production en étang. Donc, ce sont des lacs, des très grands lacs que les gens utilisaient avant pour pouvoir produire du poisson. Mais cette méthode, en fait, est une méthode empirique. Pourquoi? Parce que ceux qui ont développé cette méthode-là ici au Cameroun et pratiquement dans toute l'Afrique, ce sont les colons. Eux, ils ont développé cette méthode en Afrique parce qu'ils ne voulaient plus importer du poisson de l'Europe. Et comme c'était très coûteux, puisque c'est eux qui nourrissaient la population, ils ont donc décidé de transporter la technologie pour les Africains. Sauf que quand ils ont transporté la technologie, ils ont transporté ce qu'on appelle la pisciculture familiale. Donc, c'est que lorsqu'une personne lance son étang, il met du poisson pour sa famille. Mais là, ça suffisait encore. Mais la population ne fait qu'augmenter. La population augmente et le poisson, il faut produire assez. Et la pisciculture a commencé donc à se développer, mais ça ne trouvait pas encore son essor. Sauf que les espaces qu'on utilisait, c'était des grands espaces. Et on n'a plus trop ces espaces-là. Et même quand on a ces espaces, il y a une méthodologie. Donc nous, on s'est dit qu'ok, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir construire ces genres de lacs. On n'a pas assez d'espace pour pouvoir commencer à faire de la pisciculture. On n'a pas assez d'équipes pour pouvoir suivre ces produits.
Du coup, il faut qu'on crée des petits équipements qui peuvent produire du poisson en quantité, sans demander l'espace, sans demander des moyens et sans demander de la main-d'œuvre en quantité. Du coup, on a donc créé des petites surfaces de production qui peuvent nous prendre 500 à 2000 poissons. Du coup, avec 100 mètres carrés, on pouvait produire 15 tonnes, ce qui était difficile avant d'une personne qui faisait 1000 mètres carrés qui n'arrivait pas à produire une tonne. Donc, c'est en fait la révolution que nous on apporte dans notre méthode de production, tout en gardant la qualité et aussi le bien-être des poissons. Donc, c'est un peu comme ça que nous travaillons. Vous produisez vous-même les aliments nécessaires à faire vivre ces poissons? Oui, en fait, comme je vous ai expliqué... Comment ça se passe? C'est fait à base de quoi? Toute la chaîne est là. Donc, ça veut dire que parmi les éléments de la chaîne, il y avait l'alimentation. Donc, on produit nos aliments nous-mêmes. On utilise en fait des produits qui se trouvent localement, comme le soja, le maïs, le touto de palmiste et coton. Ils consomment des céréales, c'est ça? Oui, des céréales et aussi un peu le côté animal parce qu'il faut connaître le régime alimentaire de vos espèces avant de les nourrir. Donc, en fonction du régime alimentaire des poissons, on adapte une formulation et on granule. Le but maintenant, c'est que il faut que le granulé flotte. Parce que quand le granulé ne flotte pas, il coule et il commence à polluer l'eau. Ce n'est pas bien. Donc, il faut faire flotter et c'est là le défi. Nous, on a déjà réussi à faire flotter. Donc, ce qui fait en sorte que quand nos poissons mangent, ils grandissent en paix. Et là, on garantit que si on dit dans 2-3 mois, on aura telle quantité de poissons, on peut vraiment avoir ces quantités de poissons parce qu'on a un aliment qui est vraiment contrôlé et qui correspond aux besoins du poisson. Donc, on produit nous-mêmes ça sur place parce qu'avant, on importait. L'émission est dédiée aux entrepreneurs. On a des milliers de téléspectateurs, des millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Est-ce que c'est possible, je veux dire, est-ce qu'un amateur aurait des chances de réussir dans un secteur pareil? En vrai dit, moi je dirais oui. Parce que c'est vrai, j'ai eu un diplôme d'ingénieur de travaux, mais on sait très bien que c'est sur le terrain qu'on apprend. Mais moi j'ai trouvé des personnes qui étaient déjà sur le terrain, qui n'avaient jamais fait l'école, mais qui connaissaient assez et qui m'ont coaché pendant une bonne période. Et c'est possible. Donc, il suffit seulement d'apprendre, il suffit seulement de s'y mettre et d'avoir... parce qu'il y a aussi la patience. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, on est en compagnie de l'expert en poisson, l'entrepreneur Boulé, Mr. Boulé, Marc. Alors, on a quand même envie de vous poser la question de savoir, le Covid a eu un impact incroyable sur l'économie, sur le plan général. Mais parlons de Covid et opportunités. On aimerait avoir votre avis. Avant... le cas du Covid-19, bien sûr. Oui, le Covid-19, je peux dire vraiment que ça a été très grave parce que beaucoup vont dire qu'ils ont été touchés, mais je ne sais pas pour eux, bon, pour moi et pour toute notre entreprise, on est même encore dans le choc de ce qui est arrivé, mais c'est à ce niveau que nous essayons de voir quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter. Un petit cas simple, lorsque c'est arrivé, on nous a d'abord bloqué notre marché, en fait, c'est des trucs comme des restaurants et des hôtels. Oui, c'était fermé. C'était fermé. Bon, lorsqu'on a fermé, on ne vendait plus. Et vous savez très bien que lorsque le poisson arrive, bref, quand un animal arrive à maturité, son taux de croissance diminue lorsqu'il est déjà un peu vieux. Donc, il mange beaucoup, mais il ne grandit pas. Donc, ce qui fait en sorte qu'on avait commencé à avoir un retard au niveau de notre chiffre. On a commencé à avoir un retard au niveau de notre bénéfice. On n'arrivait plus à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on ne vendait plus. Et les poissons ont commencé à manger plus qu'il n'en fallait. Donc, on n'avait plus assez de moyens pour pouvoir les nourrir puisqu'il faut toujours produire. Et le fait de pouvoir manquer à son évacuation, on a réfléchi, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir s'en sortir? Parce qu'on ne va pas rester à attendre que ça s'arrête. Bien même après avoir relancé le marché, ça a été très nonchalant, même jusqu'à présent, ça n'a pas pris et ça fait des mois. Donc, on ne peut pas rester là à attendre. Donc, nous avons donc poussé la réflexion un peu plus et avec mes collaborateurs,
nous avons réfléchi comment mettre des stratégies de vente, puisque c'était d'abord là notre premier problème. Il fallait mettre des stratégies de vente et d'ici peut-être 3 semaines, on va commencer à installer nos systèmes de vente embarqués. Donc, on a conçu des petits systèmes comme en fait Orange Money, des box Orange Money, où on va installer les ventes de poissons un peu de partout dans la localité de Yaoundé. Wow. Et pour pouvoir rendre accessible, parce qu'on avait remarqué que... C'est la vente de proximité? Oui, de proximité, parce qu'on s'est rendu compte, des gens voulaient du poisson, mais ils ne pouvaient pas se déplacer et ils avaient besoin de ça dans les différentes localités. Vous voyez, nous sommes peut-être très loin dans la brousse, fou. Le temps d'arriver avec du poisson au marché et tout, c'est très compliqué. Or, si en permanence, dans les différents points de la ville, on a du poisson disponible, ça va faciliter en fait l'achat et les gens pourront maintenant consommer leur poisson sans toutefois avoir besoin d'aller au marché ou bien d'aller au restaurant. Avant la période du Covid, on livrait des gens chez eux directement et aussi pendant leur cérémonie de mariage ou bien lorsqu'ils ont une fête d'anniversaire, n'importe quoi. Du coup, lorsqu'ils ont besoin du poisson, on peut livrer. Lorsque nous avons déjà notre poisson, on peut rendre ce poisson fumé pour donner une autre valeur à notre produit. Et on commercialise maintenant déjà dans les marchés. Déjà que le poisson fumé, ça tient quand même sur le long terme. Oui, ouais. Et c'est aussi sur le long terme. Et comme nous on fume, voilà, et comme on fume avec une très bonne méthode, ce qui fait en sorte que notre poisson peut vraiment faire des mois sans se désintégrer et ça nous permet en fait d'évacuer tout doucement et à différentes périodes et à la demande. Quelques difficultés à partager avec les téléspectateurs quand on exerce une activité comme la vôtre? C'est vraiment le côté financier. Pourquoi? Parce que, vous savez, notre activité, c'est une activité à haut risque. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres vivants. Donc, lorsque une personne investit là-dedans, il a peur. Les banques ne soutiennent pas personne. Donc, il faut convaincre carrément une personne. Et je suis souvent fier parce que je suis beaucoup d'entrepreneurs à travers le monde. Et lorsque j'ai entendu un jour que un homme, en fait, un homme est né pour résoudre des problèmes. Et aussi, souvent, on dit que chaque fois que vous êtes en train de présenter votre produit, si vous n'arrivez pas à convaincre rien que votre famille, vos amis, ça veut dire que votre projet n'est pas bien. Et là, il fallait convaincre son entourage que là, je suis en train de me lancer. Je ne sais pas combien de fois ma mère, mon père et tout cela ont dit, tu n'as pas fait quoi dans le poisson? Pourtant, je sais que tu as eu un diplôme comme ça et tout. Maintenant, c'est elle qui m'encourage. Le deuxième problème que nous avons, c'est beaucoup plus un problème technique et beaucoup plus de main-d'œuvre. Vous savez, beaucoup de personnes sont formées, mais n'ont pas les qualités nécessaires pour pouvoir travailler. Quand vous appelez un jeune de venir travailler ou bien vous recrutez un jeune de venir travailler, il met d'abord son diplôme devant et pourtant vous lui dites que venez d'abord vous faire former même 3 mois. Vous apprenez le métier. Donc du coup, pour trouver la main-d'œuvre, comme ce sont des poissons, ce sont des animaux, ce sont des êtres vivants, on ne peut pas s'hasarder à mettre n'importe qui. Même si vous avez eu le doctorat dans le poisson, il faut d'abord prouver que vous avez la capacité à produire ce poisson-là. Là, on est capable de rester avec vous. Parlez-nous de vos projets. Jusqu'où comptez-vous aller? Parfois, j'ai souvent même peur de dire là où je vais arriver. Parfois, j'ai peur de dire là où je vais arriver. Vous savez, je sais très bien que tous les entrepreneurs sont comme ça. Ils essayent toujours de chercher plus loin parce qu'ils se disent que non, l'Afrique a construit. Seul le ciel est notre limite. Et comme je sais que le ciel ne finit pas là, ça devient très dangereux. Le problème, c'est que, sincèrement, moi, je n'ai pas une limite sincère. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas une limite personnelle. Chaque fois que je fixe des objectifs, peut-être d'une année ou bien de 2 ans, de 5 ans, avant peut-être qu'un an arrive, que j'ai déjà tout modifié, peut-être j'ai repoussé ça et que j'ai peut-être développé d'autres choses qui doivent encore arriver. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve, la particularité que nous avons dans notre entreprise, c'est qu'on fait beaucoup dans l'innovation. L'année prochaine, comme actuellement on produit dans les 150 tonnes par an, l'année prochaine, on veut produire 256 tonnes. Oui, on veut produire 256 tonnes et on a déjà mis tout en œuvre pour que ça soit. Mais actuellement, excusez-moi, actuellement le volume annuel, est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, c'est 150 tonnes. 150 on produit à peu près entre 37 et 50 tonnes le cycle. Donc ce qui fait en sorte que à l'année, on se retrouve souvent autour de 150 tonnes. Oui.
Et on va atteindre 256 tonnes l'année prochaine. Et on travaille donc avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir améliorer. Du coup, pour arriver, je me suis associé Une avec... sorte de joint venture? Oui, je me suis associé personnellement avec l'entreprise Bissot Dynamique qui est représentée au Technipo Subvelo pour pouvoir produire des équipements high-tech qui ont la capacité de pouvoir contrôler à distance nos infrastructures. On s'est mixé avec des financiers pour pouvoir faire des modèles crowdfunding, des levées de fonds afin de pouvoir développer notre structure. On s'est associé avec d'autres entreprises pour pouvoir gérer notre communication de telle façon qu'on puisse voir ce qu'on fait parce que j'adore la reconnaissance. Comment est-ce que vous avez acquis toutes ces terres? Parce qu'on regarde ces images, c'est un bel espace avec pas mal des espèces de cuves que vous avez pu construire. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, c'est vrai que c'est parti étape par étape parce que on n'a pas commencé à acheter des terres comme ça. Donc, comme je vous ai dit, j'avais personnellement commencé dans une chambre et après la chambre, je suis parti dans un studio où je louais un studio, mais la chambre, c'était le bureau et ma chambre. Et le salon était le lieu de production. Et ça se développait très bien. C'était mon côté foncier là-bas. Jusqu'à, on est arrivé à mettre 2, 3 studios. Et comme ça donnait très bien, il y a une dame qui est venue nous rendre visite. Je remercie d'abord cette dame parce que c'est elle qui nous a vraiment poussé. Elle est venue nous rendre visite dans notre petite cabane et elle s'est rendue compte qu'il y a de l'avenir dans ce qu'on faisait. Elle a donc dit que nous, on a l'espace. On peut vous louer d'abord cet espace-là, vous développez, vous quittez les studios, vous développez ça à grande échelle et après, on va voir. Le mot de fin? Je dirais qu'il ne faut pas trop attendre le bon moment. Parce que s'il faut attendre toujours le bon moment, on ne va jamais lancer. Parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Tout moment qu'on a, en fait, c'est un moment de défi. Et il faut juste braver ces défis-là. Et comme je dis souvent à ma collaboratrice, c'est dans le défi, en fait, c'est dans la pression qu'on développe. Ce n'est pas dans le bien-être. On développe quand on a un problème. Merci infiniment pour tout. Merci aussi. Merci d'avoir effectué le déplacement de Yaoundé pour Douala. Pour nous, exceptionnellement, vous repartez tout à l'heure. Vous faites partie des figures montantes dans ce secteur d'activité. C'est fascinant à vous écouter. Vraiment, merci et bon vent pour la suite. Merci, merci. Alors, c'était Believe in Africa. On se retrouve très vite avec un autre talent d'Afrique. Ciao, ciao.